Alors, rebonjour à tous. Comme je vous ai déjà présenté les différentes parties de cette séance-là, on va commencer par la partie de rappel et une continuation de ce qu'on a commencé sur le système d'information et sa relation avec la supply chain management. Je vous invite, comme d'habitude, à interagir avec les questions, répondre aux questions et bien sûr vous poser les questions si vous en avez. Alors, avant de parler du système d'information, je vais vous rappeler rapidement ce que nous avons vu jusqu'à présent. Principalement, un rappel rapide, pas un rappel très détaillé sur la supply chain management et ce qu'on a appelé la valeur ajoutée. On passera par la suite à présenter le système d'information. On va commencer par décrire la nature ou ce qu'on appelle le type de l'information dans le cas général, présenter rapidement ce qu'on appelle la traçabilité et les trois principes de traçabilité, présenter ensuite la relation qui existe entre l'information, le flux d'information et la chaîne logistique et la gestion de la chaîne logistique par la suite. On passera par la suite à un concept primordial pour la gestion de l'information dans la gestion des chaînes logistiques qu'on appelle l'ECR ou la réponse efficiente aux consommateurs. On va répondre principalement à trois questions. Qu'est-ce qu'une démarche ECR? Vous allez voir que c'est une démarche, c'est un concept sur plusieurs étapes. Quels sont les éléments clés ou les axes sur lesquels la démarche ECR est basée, et on va présenter quelques outils utilisés pour la bonne pratique de ce qu'on appelle l'UCR. Nous avons discuté pendant les séances précédentes principalement que le supply chain management ou la supply chain management, c'est principalement une gestion ou une optimisation plutôt, une optimisation des flux entre les différentes entités ou maillons composant la chaîne logistique qui sont, je vous rappelle rapidement, la production, le producteur, les fournisseurs en amont et les clients en aval. L'objectif, c'est toujours une satisfaction client en réalisant une optimisation, c'est-à-dire une utilisation efficiente, une utilisation optimale des ressources pour la réalisation des objectifs. Cet objectif est réalisé principalement si on a deux conditions. Si on a ce qu'on appelle une coordination intelligente réalisée principalement en mettant en place un système d'information efficace et en mesurant les performances par ce qu'on appelle les indicateurs de performance. Dans la première partie, on va s'intéresser à la première partie de coordination intelligente ou du système d'information. La deuxième partie de cette séance sera pour la mesure des performances via des indicateurs ou des KPI. KPI pour dire Key Performance Indicators sont les clés de la mesure des performances. L'information, comme déjà discuté, peut être sous trois formes. Quelles sont ces trois formes? Qui peut me répondre? Comment on peut trouver l'information dans une entreprise industrielle ou autre? Donc, on peut trouver l'information sous forme orale, écrite ou informatisée. Écrite pour dire sur papier, ou informatisée en utilisant des outils informatiques. Cette information existe pour chaque fonction, chaque étape, chaque entité, ça existe partout. On peut trouver par exemple des informations sur les fournisseurs, des informations sur la production, des informations sur le stockage, sur la distribution, etc. Cette information est donnée indépendamment par les acteurs. C'est-à-dire, on peut fournir chaque fonction ou chaque responsable de la fonction logistique peut fournir indépendamment l'information. Mais il faut que cette information soit le minimum structurée selon
ce qu'on a appelé le principe de traçabilité. Parce que l'objectif principal, comme on a déjà dit, c'est de laisser une trace de toute activité sur la chaîne logistique. Le principe de la traçabilité ou de la documentation est basé sur trois étapes. Quelles sont ces trois étapes? Qui peut me rappeler ces trois étapes? Les trois étapes, voilà les trois principes de la traçabilité ou de la documentation. D'accord? Je vous rappelle moi-même ces trois principes. Donc, les trois principes, c'est qu'il faut avoir toujours une planification en écrivant ce qu'on va faire. C'est-à-dire, on doit toujours planifier ce qu'on va faire au cours de la période qui va venir, que ce soit le niveau opérationnel, tactique ou encore le niveau stratégique. La deuxième étape ou le deuxième principe, c'est l'exécution. L'exécution de quoi? Bien sûr, l'exécution de ce qu'on a déjà planifié. C'est le principe de faire ce qu'on a écrit. Une fois on a exécuté cette planification, on doit préparer ou on doit construire ce qu'on appelle les données historiques en écrivant ce qu'on a déjà fait. Si on respecte ces trois principes, on aura un système de documentation ou de traçabilité très complet. Les trois moments ou les trois étapes de la production, du transport, du stockage, toute fonction passe toujours par trois phases. Voilà le mot phase que je cherchais. La phase de planification, phase d'exécution et la phase de la construction de l'historique ou la mise en place ou l'archivage, parfois on appelle les données historiques des données archivées. Pour la chaîne logistique en particulier, si on s'intéresse au domaine logistique, quel type de document peut-on trouver dans une chaîne logistique? On peut par exemple trouver des commandes de distributeurs. Les commandes appartiennent à quelle phase? Planification, exécution ou historique? Les commandes des distributeurs ou les commandes de clients, les commandes dans le cas général. Les commandes font partie de la phase de planification. Merci. La phase de planification, oui. Pour les ordres de fabrication, comme on a déjà discuté en classe, l'ordre de fabrication peut avoir plusieurs étapes. Donc, dépendamment de son état, il peut appartenir ou bien à la planification, l'exécution ou la phase de l'historique. Donc, si l'ordre de fabrication est uniquement lancé, ça appartient à la phase de planification. Si l'ordre de fabrication est en cours d'exécution, c'est la deuxième phase d'exécution. Sinon, si on a terminé la production et la fabrication dans ce cas, l'ordre est dans un état d'archivage ou déjà forme une partie des données historiques. Pour les commandes des produits et des composants, ça dépend de leur état, ça peut faire partie de la phase planification ou historique. Pour les prévisions de vente, ça veut dire déjà une prévision de vente, Renan? Prévision de vente, c'est une estimation de la demande de client. C'est une estimation, elle a un calcul. Si on a une valeur exacte, on dit qu'on a calculé le besoin du client. Sinon, si on utilise une loi de probabilité, on utilise une méthode qui n'est pas exacte, vous allez voir les détails de prévision pendant le deuxième semestre. Si on a estimé ou calculé les prévisions, donc c'est une phase qui précède la production et ça fait partie de l'étape de planification. Donc, ce sont des 4 exemples de ce qu'on peut trouver comme document tout au long de la chaîne logistique, aval, amont et la chaîne logistique interne de production. On peut aussi trouver des documents sous forme de bons de livraison, bons de réception, tous les contrats de transport, contrats de sous-traitance, contrats de maintenance, tout type de contrat, ça constitue une information ou un document où on trouve des informations. Une fois cette information est structurée,
C'est-à-dire qu'il y a un passage logique entre un passage logique de l'information entre les différentes entités. Il y a un flux d'informations bien structuré et bien présenté. On ne parle plus d'informations ou de documents, mais on parle d'un système d'information et mieux encore, on parle d'un système d'information intégré, c'est-à-dire l'information circule entre toutes les entités de la chaîne logistique. Donc, on passe de l'information vers un système de traçabilité et puis vers une structure de l'information, une structuration de l'information. Et dans ce cas, on parle d'un système d'information intégré, en particulier pour la supply chain management. À la fin de la chaîne logistique, on va trouver ce qu'on appelle le stock d'informations logistiques qui englobe toute information exploitée tout au long du processus de fabrication et d'expédition, de livraison du produit jusqu'au client final. Lorsqu'on parle de stock d'informations logistiques, on parle de l'étape historique et c'est la dernière étape du système de documentation et de traçabilité. Un système d'information structuré qui se termine par un stockage d'informations sous forme de données historiques. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler à quoi ça sert la documentation historique? À quoi ça sert de stocker l'information, quel que soit le type d'information? Par exemple, à quoi ça sert d'enregistrer les temps de production? C'est l'exemple le plus simple. Pourquoi on aura besoin de l'historique des temps de production? Toujours pas de réponse, ok? Je vais répondre moi-même. Des estimations et des statistiques sur quoi, Mahdi? La production. Donc, lorsqu'on parle de production, c'est que on a une chaîne de production déjà installée et des équipements déjà achetés, oui ou non? Qu'est-ce qu'on va estimer donc? Qu'est-ce qu'on peut estimer? On peut, par exemple, chercher une amélioration de la production. On a dit, l'objectif principal de l'optimisation, c'est la maximisation de ce qu'on appelait la valeur ajoutée. Donc, si on a un historique de production, pour l'exemple proposé, on peut, par exemple, chercher à augmenter la cadence de production. En consultant l'historique, on peut voir est-ce qu'il y a bon, il y a des analyses par la suite, on va voir, mais les données historiques peuvent nous donner une idée. Est-ce qu'il y a possibilité d'augmenter la production en augmentant la cadence ou pas? C'est quoi la cadence? Qui peut me rappeler ça? Qu'est-ce qu'on appelle cadence de production? Si vous n'avez pas envie de parler, vous pouvez écrire votre réponse comme a fait Mahdi Tawa. Alors, qu'est-ce qu'on appelle cadence? Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce qu'on appelle cadence? Accélération. C'est Accélération. Quelle est l'unité de la cadence? Qu'est-ce qui peut être l'unité de la cadence? C'est une quantité par unité de temps. C'est nombre de pièces produites par unité de temps. Exemple, 50 pièces par heure, 500 pièces par jour, 1000 pièces par an. L'objectif d'augmenter la cadence, c'est l'objectif d'augmenter ce qu'on appelle le rythme de production. D'accord? Donc, je peux avoir un objectif d'augmenter la cadence de production. Et je vais poser la question pour valoriser les données historiques, par exemple pour la production. Les données historiques peuvent être utilisées aussi et surtout pour les prévisions des ventes, pour voir la demande de clients pour les périodes passées et estimer la production pour la période qui va venir. Bien sûr, il y a toujours des mises à jour, mais ça peut donner une idée sur la demande de clients. Voilà à quoi ça sert, à quoi ça peut servir les données historiques.
Comment l'entreprise peut gérer ces informations? Pour répondre à cette question, il faut mentionner qu'on distingue trois types de systèmes d'information dans l'entreprise. Il y a le système le type le plus simple qui consiste à avoir des informations uniquement, les informations qui concernent une seule entreprise. C'est-à-dire toutes les informations sont gérées et générées en interne. Donc, uniquement des informations en relation avec une seule entreprise. La deuxième possibilité ou le deuxième type d'information, c'est pour les informations entre différentes entreprises. Donc, on a des informations partagées par plusieurs entreprises, mais le deuxième type, on en a trois. Le premier, c'est une seule entreprise. Le deuxième, c'est plusieurs entreprises, deux ou plus, mais l'information est centralisée par le producteur, par exemple. C'est-à-dire toute l'information sont gérées par une seule entité. Et dans ce cas, on parle toujours d'une structure simple, d'un type simple de gestion de l'information. Le troisième type, qui est le cas de la plupart des entreprises, c'est d'avoir plusieurs entreprises et l'échange n'est pas centralisé. C'est-à-dire l'information peut circuler dans tous les sens. Et comme c'est le cas de la plupart des entreprises, on a plusieurs entités, les informations circulent dans tous les sens entre ces trois entités. Et là, nous devons avoir une structuration rigoureuse de l'information via des concepts pour la gestion logistique. Le concept le plus utilisé pour la structuration de données, c'est ce qu'on appelle le CR ou la réponse efficiente au consommateur. En anglais, c'est ECR et c'est l'acronyme le plus utilisé. Il y a aussi d'autres concepts, mais qui sont utilisés pour justement la mise en place de l'ECR. Par exemple, le DIE, on va le voir avec un peu plus de détails par la suite. Donc, on dit information, système d'information structuré avec les trois principes de traçabilité ou de documentation. Puis on a la supply chain et les différents types d'informations qui peuvent exister tout au long de la supply chain. On peut avoir des informations en interne de l'entreprise ou des informations échangées entre différentes entreprises ou bien centralisées par la production ou bien des informations échangées avec tous les partenaires. Et dans ce cas, on doit avoir un système d'information basé sur des principes, entre autres le ECR. C'est quoi l'ECR maintenant? L'ECR, c'est une stratégie, c'est une philosophie et c'est une démarche. Donc, c'est pas un seul outil, c'est une démarche à suivre qui a pour objectif la satisfaction au mieux du consommateur final. C'est-à-dire que tous les efforts doivent être orientés vers une satisfaction du consommateur final. Ça concerne principalement la valeur ajoutée entre la production et le client final, c'est-à-dire la logistique amont de distribution. Donc, à partir, comme c'est écrit devant vous, à partir de la connaissance des besoins clients, le CR a pour objectif d'optimiser les maillons de la chaîne logistique pour apporter un maximum de valeur ajoutée aux clients. Voilà le principe de l'ECR. L'apparition de l'ECR, ça a été vers la fin des années 90. Et au début, ça visait à une identification de la demande. Pour le moment, ce n'est plus uniquement ou simplement une identification, mais une optimisation de l'efficience entre les différents maillons de la chaîne logistique, principalement entre la production et le consommateur final, en surtout augmentant le pourcentage de valeur ajoutée ou la valeur ajoutée tout court. Le principe de l'ECR, c'est une collaboration entre les différentes parties.
L'objectif, c'est d'améliorer principalement la planification. Si on améliore la planification, on aura un résultat direct de minimisation du temps de réactivité par rapport aux demandes de clients. Donc, la satisfaction client a plusieurs volets. Le client est satisfait s'il a quoi? S'il a le bon produit avec le bon prix, la bonne qualité et surtout au bon moment. Donc, si on a une meilleure planification, les délais de réactivité aux demandes de clients seront améliorés et le client sera encore plus satisfait. Donc, on garantit, si on applique les principes et les outils de l'ICR, on va garantir une réponse efficace et efficiente de la demande. Remarquez ici que j'utilise souvent les termes ou les adjectifs efficaces et efficientes. Vous allez être capable de faire bien la différence entre efficience et efficacité lorsqu'on aura la deuxième partie sur les indicateurs de performance. On a discuté un peu cette différence-là, mais les détails vous seront donnés dans la partie des indicateurs de performance. Donc, rappelez-vous que l'objectif de l'ECR, c'est d'avoir une réponse efficace et efficiente, rapidement. Efficace, c'est-à-dire elle atteint ses objectifs. Efficiente, c'est-à-dire elle optimise l'exploitation des ressources. Donc, on dit un objectif de satisfaire le client et un objectif d'optimiser la chaîne en maximisant la valeur ajoutée et donc le profit de la production et de l'approvisionnement. Ce qui est à retenir jusqu'à présent, c'est un principe collaboratif de gestion commune dans l'objectif de réduire les gaspillages et donc augmenter la valeur ajoutée et satisfaire le consommateur final. Puisque le CR, c'est une démarche, donc il y a des éléments pour la mise en place de cette démarche-là, appelés aussi des axes. Nous avons 4 axes, ou 4 principes, ou 4 éléments clés. Ces 4 éléments sont les suivants. Le premier axe, c'est la gestion de ce qu'on appelle la demande. La demande de qui? Bien sûr, la demande client. Il y a différents outils pour une bonne ou une meilleure gestion de la demande client. Le deuxième axe, je vais vous donner quelques exemples par la suite de chaque axe, bien sûr. Le deuxième concept, c'est la gestion de ce qu'on appelle les approvisionnements, c'est-à-dire la logistique amont, les approvisionnements en matières premières, par exemple. Troisième axe, c'est ce qu'on appelle les outils de support ou les instigateurs. Ce sont des outils utilisés surtout pour améliorer la communication entre les différents partenaires. Et bien, la partie sur laquelle on va focaliser l'étude pour le reste de cette présentation, pour présenter quelques outils qui vont améliorer ou qui vont fiabiliser davantage la communication entre les différentes entités de la chaîne logistique. De même pour les intégrateurs, mais les intégrateurs sont un cas particulier de support qui sont des processus principalement qui visent l'amélioration de l'échange de l'information et non pas la coopération dans le cas général. C'est l'échange d'informations entre les différents partenaires. Je vais vous présenter maintenant une figure qui présente quelques exemples pour chaque élément clé de la démarche ICR. Donc, vous avez cette figure et vous avez une deuxième figure. Chaque schéma vous présente quelques outils pour chaque axe de la démarche ICR. On prend par exemple le premier axe de gestion de la demande. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme outil de gestion de la demande, comme des concepts de base d'une bonne gestion de la demande? C'est principalement trouver l'équilibre entre ce qu'on définit comme stratégie de production et la demande, la capacité de la demande, c'est-à-dire l'optimisation des prévisions, des calculs ou d'estimation de la prévision et la planification de la capacité de production. Ça, en ce qui concerne la gestion de la demande. Pour les approvisionnements, c'est l'autre partie, c'est la première partie de la chaîne logistique. C'est l'adaptation de la capacité de production à la stratégie d'approvisionnement maintenant, c'est-à-dire
Comment on va approvisionner le stock? Est-ce qu'on va avoir une politique d'approvisionnement régulière, c'est-à-dire je vais approvisionner la même quantité chaque fois la même quantité, ou bien je vais à chaque fois calculer la quantité existante et puis décider qu'est-ce que je vais commander, etc. C'est ce qu'on appelle la politique d'approvisionnement. On va voir ça en détail lorsqu'on va avoir la partie de gestion de stock. Comment on peut décider la politique d'approvisionnement. Vous allez voir qu'on a principalement 4 politiques d'approvisionnement et je vais passer pour cette partie, on ne va pas se tarder trop sur ça pour cette séance. Pour les instigateurs ou les supports, il y a des standards, il y a des normes pour aider ou pour supporter, comme le nom l'indique, pour supporter la mise en place de la démarche ECR. On va voir par la suite quelques outils, quelques concepts. Pour les intégrateurs, sont principalement des outils informatiques. L'outil, bon, informatique, bien sûr, avant d'informatiser l'outil, il y avait des principes, hein, mais réellement, ce sont des outils informatiques d'échange entre les différentes parties de la chaîne logistique. L'intégrateur le plus utilisé, c'est cet intégrateur-là, c'est le CPFR. C'est c'est une planification, une prévision et une reconstruction ou reconstitution collaborative. Donc, c'est l'intégrateur le plus utilisé pour la gestion logistique. C'est quoi ce CPFR? C'est un partage informatisé d'informations. Comme son nom l'indique, c'est un partage des données sur la planification, planning, sur la prévision, forecasting, et sur la reconstitution, surtout lorsqu'on parle d'un nouveau produit. Lorsqu'on parle d'un nouveau produit, on parle de reconstruction, reconstitution parfois. Donc, c'est une planification, prévision et reconstitution collaborative toujours entre les différentes parties de la chaîne logistique. Un des objectifs principaux de l'application ou de l'utilisation du concept ou de l'outil CPFR, c'est de diminuer l'effet de ce qu'on appelle bullwhip. Bullwhip, c'est ce qu'on appelle en français l'effet coup de fouet. On va le voir en détail encore pour la gestion de stock, mais le principe du bullwhip, l'effet coup de fouet, c'est le fait d'avoir des conséquences croissantes de la variation de la demande du consommateur final. C'est-à-dire, si on a une petite variation de la demande du consommateur final, l'effet de cette petite variation va augmenter au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la fin de la chaîne logistique. Et cet effet va avoir sa valeur maximale pour le premier fournisseur. C'est-à-dire que les mauvais effets, bien sûr, d'une variation inattendue de la demande du consommateur final va influer de façon de plus en plus importante les fournisseurs, le premier fournisseur de la chaîne logistique. Donc, l'objectif principal de l'application ou de l'utilisation de l'outil CPFR, c'est de diminuer l'effet du bullwhip ou de coup de fouet et, avant ça, de partager l'information pour être exploitée de meilleure façon. Donc, pardon. Je m'excuse. Donc, je vous rappelle rapidement que le CR, c'est un concept à plusieurs axes, à 4 axes en particulier. Les 4 axes sont la gestion de la demande, la gestion des approvisionnements, les supports et les intégrateurs. Et pour mettre en place ces éléments ou pour réaliser les objectifs de cette méthodologie ou de cette démarche, on utilise différents outils. Et on a commencé à présenter les différents outils. Le premier outil qu'on a présenté, c'est le
CPFR, qui a pour objectif principalement de diminuer le coût et diminuer l'effet coût-jouet. Deuxième outil que je vais vous présenter pour la mise en place de la démarche PCR, c'est ce qu'on appelle la CAO, c'est la gestion ou la commande assistée par ordinateur. Ce n'est pas la CAO que vous avez eu troisième année, je pense, mais c'est l'abréviation ou l'acronyme de commande assistée par ordinateur. Et comme son nom l'indique, c'est le fait de rendre informatique toutes les commandes des clients et même les commandes lancées par la production pour les fournisseurs. C'est d'avoir une informatisation des commandes. Toujours lorsque vous avez AO pour dire assisté par ordinateur, GPO pour dire gestion de la production assistée par ordinateur, kif GMAO, gestion de M, de la maintenance assistée par ordinateur, etc. CAO, c'est commande assistée par ordinateur et c'est le deuxième outil que je vous présente pour la mise en place de la démarche PCR. Troisième outil, c'est ce qu'on appelle l'échange informatisé de données ou appelé aussi l'Internet intégré. Comme son nom l'indique, c'est d'informatiser pas uniquement les commandes des clients, mais toute information qui circule dans la chaîne logistique. C'est le fait d'avoir des ordinateurs communicants. On n'a plus de coups de téléphone, par exemple, on n'a plus de presse entre les différents intervenants, mais on a un échange informatisé. L'idéal que ce soit à 100% informatisé. Quatrième outil, c'est ce qu'on appelle la GPA ou la gestion partagée des approvisionnements. Le principe est devant vous. Vous pouvez avoir les détails du principe, mais l'idée générale de ce qu'on appelle la gestion partagée des approvisionnements, c'est le fait d'avoir des commandes négociées, entre guillemets, entre le on a qu'à répondre à cette commande-là. Il y a une communication entre le distributeur et le fournisseur. C'est-à-dire que ça peut être aussi une communication entre le producteur et le fournisseur. Ça dépend des maillons qui existent sur le chaîne logistique. Cinquième outil, qui est un outil très important, c'est ce qu'on appelle le cross-docking. Qui a une idée sur ce qu'on appelle le cross-docking? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le cross-docking? Non. Mais en français, c'est quoi cross en français? Déjà, c'est une traduction. C'est traverser. Et docking, c'est laquer. Donc, la traduction française de cross-docking, c'est traverser laquer. Bien sûr, laquer de transport ou laquer de manutention. Le principe du cross-docking, c'est le suivant. C'est le fait de mettre en place une procédure de logistique de façon à ce que la marchandise ou le produit final soit directement distribué à partir du producteur ou fournisseur vers le client final. C'est une traversée directe du fabricant vers le consommateur final et la principale idée du cross-docking, c'est la minimisation du nombre d'interventions humaines pour, on va voir par la suite, minimiser le risque d'erreur. Schématiquement maintenant, si on n'a pas le cross-docking, on aura la situation suivante. Situation classique, nous avons, imaginez qu'on n'a pas de producteur, on a uniquement un transporteur, mais c'est la même configuration si on a une usine, bien sûr, avec d'autres facteurs, mais si on a une configuration simple d'un fournisseur qui va approvisionner ses clients à travers des transporteurs. Donc, c'est une situation classique avant la mise en place de ce qu'on appelle le cross-docking. Maintenant, si on a le cross-docking, il y aura une étape intermédiaire entre le transport vers le client et le transport depuis le fournisseur. On aura au milieu un entrepôt qu'on peut appeler entrepôt cross-docking, par exemple.
Donc, quelqu'un peut nous dire, mais on a compliqué davantage la chaîne logistique. On avait un seul transporteur, ici on aura deux transporteurs et un entrepôt. Donc, comment on va diminuer le coût de transport? La réponse est là. On dit une situation, je vous invite à remarquer la différence de couleur pour les différents produits fournis. Hein. Donc, on a différents tons de bleu et les clients en bas, ils ont des commandes différentes aussi. Ce qui se passe lorsqu'on a le cross-docking, lorsqu'on met en place le cross-docking, c'est qu'on crée ce qu'on appelle une zone de préparation de commande. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si c'était classique, le stockage sera comment? On aura une zone pour le bleu foncé, une zone pour le bleu moins foncé, une zone pour le bleu clair, par exemple. Lorsqu'on a lorsqu'on met en place le cross-docking, on aura par exemple un regroupement de plusieurs tons de bleu dans l'exemple devant vous. Et lorsque le client va lancer sa commande, les produits fournis par les fournisseurs seront déjà en partie traités. La commande est déjà préparée, à 100%, mais avec un pourcentage qui dépend de la nature du produit, avant même la commande client. Donc, il y a une préparation de la commande. Est-ce que vous pouvez voir un exemple de ce que j'étais en train de décrire? Est-ce que vous avez eu une image sur les industries ou les entreprises qui peuvent utiliser ce qu'on appelle le cross-docking? Surtout qu'il n'y a pas de production ici, il n'y a que le transport et le stockage. Pensez par exemple à Amazon. Comment ça fonctionne chez Amazon? Oui, Salim. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui, madame, je dis Amazon ou les grandes surfaces. Très bien. C'est principalement les entreprises qui fournissent le service transport et livraison uniquement. Donc, il y a deux cas de figure en fait. Ou bien ils prennent les articles et ils les arrangent de façon à les préparer même avant la réception des commandes de clients. Ou elle, comme Amazon ou en Tunisie, on va voir par la suite Jumia par exemple. Qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent même ne pas avoir la marchandise en stock. Ils peuvent laisser les articles chez le fournisseur. Et lorsque vous lancez votre commande, eux, ils vont contacter le fournisseur pour dire qu'il y aura un transport vers le client final et ils communiquent directement l'adresse. Donc, il y a une préparation qui permet surtout la réduction du temps de réponse, c'est-à-dire les délais de livraison par rapport au client, c'est-à-dire la période qui sépare la passation de la commande et la réception de la commande, c'est-à-dire le temps de livraison, et ça minimise aussi le temps et le coût par la suite de stockage. D'accord? C'est principalement les entreprises de services qui fournissent le transport, qui ne font pas de production dans le cas général, voilà. Mais aussi, même les industries, ils utilisent le principe, on va voir quelques exemples d'industries par la suite. Donc, l'objectif de l'outil cross-docking, c'est de minimiser, c'est d'avoir un temps marginal de manutention et de stockage. L'idéal, c'est d'avoir un temps nul de manutention et de stockage et de livrer au plus tôt le client. Expédier la commande au plus tôt au client par rapport à la date de lancement de la commande, bien sûr. Les avantages, j'ai déjà évoqué les avantages, mais on va les rappeler, je vais vous les rappeler. C'est d'éliminer, voire minimiser, c'est plus correct, c'est de dire minimiser les coûts de transport et les coûts de stockage, raccourcir et minimiser aussi les coûts de livraison, augmenter l'efficience de la supply chain et en minimisant le nombre d'interventions humaines, minimiser le risque d'erreur. Parce que là où on a une intervention humaine, il y a un risque d'erreur. Quelques exemples des industries concernées par
le principe ou l'application ou la mise en place du principe du cross-docking, c'est principalement le e-commerce, comme Céline a déjà proposé. Il y a aussi l'industrie agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique. Pourquoi, à votre avis, j'ai évoqué ces deux industries? Quelle est la particularité de l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire? C'est quoi, qu'est-ce qui différencie ces deux industries par rapport à l'industrie métallurgique, par exemple? La stabilité, peut-être oui, c'est stable, oui, c'est correct, mais par rapport au cross-docking, pourquoi c'est intéressant d'appliquer ou de mettre en place l'outil cross-docking pour ces deux industries en particulier? En fait, c'est parce que ces deux industries manipulent des produits fragiles par rapport à l'hygiène, par rapport au délai de consommation. Donc, on a toujours intérêt, ces industries ont toujours intérêt à livrer au plus tôt, dans les meilleures conditions, le client. Donc, d'une part, le stockage est trop cher parce que ça nécessite des conditions de stockage, de climatisation qui vont coûter cher. Et d'autre part, l'approvisionnement est assez fréquent, c'est-à-dire que la demande est assez fréquente, stable, comme Mahdi a dit, mais aussi elle est assez répétitive, si vous voulez. D'accord? Donc, pour l'outil cross-docking, c'est tout ce que j'ai à vous présenter. Est-ce que vous avez des questions sur les outils déjà présentés? Je tombe à les outils, je vous rappelle rapidement, ces outils CPFR, les éléments, les outils CPFR, CAO, EDI, GPA et le principe du cross-docking. Il n'y a pas que ces outils qui sont utilisés comme instigateurs ou comme support pour la mise en place de la démarche ECR. Il y en a d'autres. Je vous invite à les découvrir ou même à présenter des exposés si vous voulez faire ça. C'est très intéressant de connaître ces outils-là. Il y a ce qu'on appelle l'Enterprise Resource Planning ou l'ERP. Pour l'ERP, vous aurez un module pour 5e année, vous aurez un module qui traite les ERP, l'utilisation des ERP. Il y a la notion de blockchain et la notion de Manufacturing Execution Systems, c'est MES. Ces deux notions sont très importantes. Et ce sera très intéressant s'il y a quelqu'un parmi vous qui présente un exposé sur la notion de blockchain ou sur l'MES. Donc, je vous laisse réfléchir et puis me proposer votre candidature ou votre volonté pour exposer la notion du blockchain. Qu'est-ce que la notion du blockchain, sa relation bien sûr avec la démarche CR et qu'est-ce que l'MES. Donc, voilà ce que j'ai à vous présenter sur l'ECR. Vous pouvez trouver ici un résumé sur la notion d'ECR et la phrase qui est à retenir. Bon, les mots ici, c'est global, consommation et communication entre les différentes entités, mais la définition qui résume tout ce que j'étais en train d'exposer, c'est la suivante. L'ECR ou la démarche ECR, c'est une volonté des entreprises pour mieux organiser toute la chaîne de commercialisation et d'approvisionnement, c'est-à-dire toute la chaîne logistique, depuis la logistique amont jusqu'à la livraison du client final, en rendant ce qu'on appelle le système d'échange, en particulier d'informations, plus efficient, moins coûteux et plus réactif. Ce sont les trois objectifs principaux d'une gestion de chaîne logistique. L'efficience de la chaîne, la réduction des coûts et la réactivité par rapport aux attentes du consommateur. Tout ça en mettant en place différents outils et procédures, entre autres ce que j'étais en train de vous présenter. Donc, voilà ce que j'ai à vous présenter pour le système d'information des chaînes logistiques. Si vous avez des questions, je vais répondre à toutes vos questions. Sinon, on va passer directement à la deuxième partie de cette séance sur les indicateurs de performance.